Bonjour, mon nom est Guy Jacques. Bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Nous rencontrons aujourd'hui M. Jean-Guy Frappier, chef de division aux opérations du service de la sécurité incendie de Thetford Mines, avec qui nous allons nous entretenir d'un tout nouveau projet. Bonjour, M. Frappier. Bonjour, M. Jacques. Ça va bien? Oui. Oui. D'abord, en quoi consiste le projet qui sera mis en place par votre service? Écoutez, avec l'arrivée soit des étudiants internationaux plutôt, puis du multiculturalisme, on voit que le visage à Thetford change par l'ajout de ces nouveaux résidents-là. On constate également qu'il y a une barrière au niveau des langues. Mais aussi, notre premier volet, en amont de l'incendie, il y a la prévention incendie. Donc, la prévention, nous, par la traduction de nos documents, c'est de pouvoir, justement, comme j'ai mentionné, être en amont et de pouvoir sensibiliser la population, surtout au niveau de la communauté ethnique des différents milieux. On sait qu'on a quand même 5 langues sur le territoire. Bon, on veut être capable d'échanger, qu'ils comprennent qu'on a une réglementation incendie sur notre territoire ici à Thetford et qu'on veut aussi que nos citoyens soient sécuritaires. OK. Là, en fin de compte, c'est un projet de traduction de vos consignes. Effectivement. Qui est présentement mis en œuvre. Effectivement. Peut-être pour faire un parallèle, c'est que nous, à chaque année, on fait 3000 visites préventives à domicile et on remet à chacun des domiciles, à chaque résidence, un accroche-porte. Mais cet accroche-porte donne des conseils de prévention, mais c'est uniquement en français. Là, on veut innover justement pour que ça puisse être traduit et que les gens soient en mesure d'appliquer cette réglementation-là ou du moins ces comportements sécuritaires-là à la maison également. OK. C'est traduit présentement, ça va être traduit dans quelle langue? Actuellement, c'est l'anglais, l'espagnol. On a aussi l'arabe. On sait qu'on a quand même d'autres langues, le tagalog. On a le russe sur notre territoire, mais ça va être en développement pour le futur. OK. Ça va être un projet finalement qui est initié, mais qui va être complété aussi plus tard par l'ajout d'autres langues finalement. Et voilà, dans le fond, c'est que, comme j'ai mentionné, le visage de Thetford change. Donc, ces nouveaux arrivants-là, ça va être à nous de pouvoir s'adapter également, parce qu'on veut être capable d'échanger avec eux, qu'ils comprennent qu'on a notre réglementation, puis qu'on veut s'assurer qu'ils développent des bonnes habitudes sur notre territoire. On comprend que la culture est différente d'une personne ou d'une nation à l'autre. Okay. Et on parle quand même d'une population immigrante d'au-delà de 2000 personnes, je crois, sur le territoire. Effectivement. Donc, on en voit de plus en plus. Comme j'ai mentionné, il y a les étudiants internationaux, mais il y a aussi nos travailleurs étrangers dans différentes usines sur le territoire qui doivent faire appel, justement, à ces communautés-là. OK. Quel est l'impact visé par la mise en place de ce projet de traduction? Bien, l'impact, c'est être capable de rejoindre les gens. Donc, de pouvoir, comme je l'ai mentionné, qu'ils puissent lire les consignes de prévention, mais c'est que, comme j'ai mentionné, principalement... C'est un but d'information, à la base. Un but d'information, mais on veut travailler, comme je l'ai mentionné en entrée de jeu, être en amont de l'incendie, donc on veut éviter les incendies. On veut que les gens adoptent des comportements sécuritaires. C'est-à-dire, on parle de surcharge au niveau électrique, on parle de cuisson avec des équipements qui sont conformes, donc une friteuse, et non faire des cuissons à l'huile traditionnelle avec un chaudron, avec un risque d'incendie. Ce qui accroît beaucoup le danger. Ouais. Effectivement. Ensuite, c'est d'avoir un avertisseur de fumée conforme, avoir un avertisseur de monoxyde, parce que ça fait partie de notre réglementation, et aussi d'avoir bien souvent un point de rassemblement, surtout pour les jeunes enfants. S'il arrive un incendie à la maison, à quel endroit qu'on peut se rassembler à l'extérieur. Okay, parfait. À ce moment-là, le service, quand va-t-il entrer en fonction? Écoutez, justement, cette semaine, le 30 janvier, il va y avoir au Vitrail une activité, justement, sur les nouveaux arrivants. Le salon d'intégration. C'est ça, le salon d'intégration. Notre service va être sur place
On a déjà nos accroche-portes qui ont été traduits en 3 langues et de pouvoir échanger avec les gens qui sont en mesure de nous lire, mais comprendre aussi également qu'on a notre réglementation à faire adopter. Et on veut qu'eux aussi soient sécuritaires là, de par leur habitude de vie. Et comment avez-vous constaté finalement que ce service était devenu nécessaire? Bien, écoutez, comme j'ai mentionné, on se rend vite compte que le visage de Thetford change, autant dans les industries, autant à la maison. Mais c'est arrivé en intervention qu'on a été confronté à des gens qui ont une provenance, exemple de la Tunisie. Donc, la barrière de langue est là. On réussit à se faire comprendre, mais parfois, on veut s'assurer qu'en traduisant les documents, qu'ils vont pouvoir les lire eux-mêmes, ça va être plus facile de les appliquer et de les adopter à la maison. Ça va pouvoir en prendre connaissance finalement et être en mesure d'appliquer toutes les règles qui sont mentionnées. Puis, on veut aussi éventuellement, là, comme on fait chaque année, notre porte ouverte de la caserne, que les gens puissent venir échanger avec nous, de voir qui on est au final, là, en tant que service. OK, donc c'est beaucoup dans les activités de prévention et les interventions que vous vous êtes rendu compte que le besoin, il est là puis il est criant, au fond. Bien oui, puis je vous dirais, c'est aussi autant d'interventions, malheureusement, mais c'est lors de nos préventions incendies à domicile qu'on se rend compte qu'il y a une barrière de ces langues-là à ce niveau-là, puis qu'on souhaite, là, justement, percer avec eux pour être capable d'échanger, de se faire comprendre également. D'établir un lien de communication. Et voilà. Parfait. Quelles sont les principales communautés ethniques que l'on retrouve dans le secteur de Thetford Mines? Bien, écoutez, on a... À votre connaissance, du moins. Hein? Bien, on a des Congolais au niveau du Congo, on a des Tunisiens. Au niveau, là, leur langue, je crois, c'est le tagalog. On a des Russes, on a des Arabes. On a une communauté noire que je peux pas vous dire qui viennent toutes de là. On a du Congo, mais... différentes provenances. Les îles Maurice qu'on a aussi. Ouais. Donc, vous voyez, on en a beaucoup. Certains, sans dire beaucoup, on en a plusieurs qui parlent français. Parce que les étudiants internationaux au cégep, eux, ils parlent la majorité tous français, mais ils ont quand même 1 ou 2, 3 langues additionnelles qui vont échanger. Quant aux travailleurs, possiblement, c'est... Bien, c'est beaucoup, justement, puis ça, on le voit quand on va dans le milieu de travail. Il y a des consignes de sécurité, puis on le voit que même eux, à l'interne, il y a des barrières de langue pour, justement, faire appliquer les mesures de sécurité. Mais c'est aussi, quand nous, on arrive sur une intervention, il y a un incendie en cours, il faut faire évacuer les gens. Donc, c'est là de se faire comprendre. On réussit, mais sauf que on veut d'emblée... Des fois, c'est plus laborieux. Et voilà, on veut s'assurer que ça soit sécuritaire pour eux. OK, parfait. Donc, comme vous le dites, on compte quand même des Noirs, des Latino-Américains, je crois, des Arabes, des Asiatiques. Finalement, on a quand même un bon mélange de cultures, finalement, sur la ville. Effectivement, puis la ville est ouverte, justement, à recevoir ces communautés-là, les intégrer. Donc, ça fait partie de l'intégration, nous aussi, qu'on veut faire pour, justement, leur partager notre réalité au niveau de l'incendie, parce qu'on a un modèle... je dirais, puis même une offre de service très large de par nos services. Là. Oui, on parle de l'incendie principalement, on a parlé de prévention, mais il y a des sauvetages, il y a des accidents de la route, on peut avoir un sauvetage riverain aux abords des plans d'eau. Donc, on a une multitude de services que les jeunes, nécessairement, ne sont pas au courant. OK. Et c'est un peu pour ça que vous désirez communiquer avec eux, finalement, et leur faire connaître votre service. Comment ce service va-t-il contribuer à aider ces communautés? Bien, justement, c'est pour être en mesure de rejoindre ces gens-là à cause de la barrière de langue, de leur transmettre des informations auxquelles ils doivent également y participer. Voyez-vous, quand on parle justement là, de la prévention incendie, d'avoir un avertisseur fonctionnel à la maison. Si on a un poêle à combustion solide ou au gaz ou à l'huile, c'est d'avoir aussi un avertisseur de monoxyde de carbone. Donc, pour leur sécurité, dans ce cas-là, également, il s'ajoute un extincteur. Donc, de pouvoir... on veut rejoindre ces communautés-là pour
faire en sorte qu'ils adoptent des comportements sécuritaires à la maison. On ne souhaite pas là, des incendies. C'est toujours des événements qui sont malheureux. Bref, on veut s'assurer que les gens aient des comportements sécuritaires à l'égard de la prévention incendie. Okay. Et comment ça va aider votre service aussi? Bien, nous, justement, c'est les gens, en comprenant ce qui se passe, donc, ils vont pouvoir évacuer rapidement, vont pouvoir adopter ces principes de prévention à domicile, et aussi, même pour les enfants, de pouvoir transmettre aux nouvelles générations là, les consignes de prévention. Je crois qu'il y a aussi, peut-être une autre volonté aussi, c'est vraiment de vous faire connaître en tant que service. Effectivement, c'est de faire connaître nos offres de services qu'on a, de comprendre à ces communautés-là que nous, on est là pour aider les gens dans des situations qui sont pas toujours évidentes. Non. Puis, que ce soit un accident de voiture, que ce soit un incendie. Mais, tu sais, bref, on pourrait parler d'un sauvetage riverain, donc aux apports d'un plan d'eau. Donc, que les gens nous connaissent davantage de ce qu'on fait, qui qu'on est. Parce que nous aussi, là, on est une trentaine là, au service incendie, là, qu'on est appelé là, le jour et la nuit pour justement aider nos citoyens. Donc, en rejoignant ces gens-là, bien, s'ils sont en mesure déjà de comprendre notre réalité, qu'ils doivent évacuer, qu'ils doivent nous laisser faire notre travail, on est là justement pour les aider eux aussi. Là. Justement, à cet égard-là, oui. Est-ce que vous pouvez me dire qui sont les pompiers de Thetford Mines et quel est leur rôle, finalement? Bien, le rôle des pompiers de Thetford, principalement, c'est une organisation qui est hybride. Dans le fond, il y a une partie qui est l'état-major avec des pompiers permanents qui sont de garde de jour, de soir et de nuit, 24 sur 24, 7 jours sur 7. On parle aussi pour les pompiers à temps partiel que ce sont des gens qui ont un autre emploi, donc principalement, et qui ont une volonté d'aider les gens, de faire acte de civisme, d'aider son prochain, justement. Et dans le cadre des incendies, bien, on s'entend que c'est toujours des défis, c'est toujours des challenges auxquels on est confronté. Puis, à ce moment-là, bien, tu sais, c'est des hommes et des femmes, parce qu'on a, on a une pompière également, qui se dévoue pour la population, pour aider nos citoyens. Puis, quand on fait la prévention, bien, c'est aussi de porter notre message, d'être prudent dans nos activités, que ce soit à la maison, en forêt, à VTT, en voiture, que justement, on peut le partager, ces éléments-là, et éviter qu'il y arrive des incidents malheureux. C'est vrai que vous couvrez divers aspects, finalement. Oui. Finalement, c'est vraiment pour faciliter un peu votre vie, finalement, aussi. Votre rôle dans la population. Là. Bien, oui, parce que quand on décide de gravir les rangs, d'être pompier, ça paraît des gens qui veulent aider les autres. Ça paraît des gens qui sont prêts, justement, à toute éventualité. Des gens de cœur, des gens, des femmes. J'inclus toujours les pompières également à ce niveau-là. Puis, on se réalise au travers de ça. Écoutez, pour ma part, c'est 33e année cette année. C'est une passion. Dans toute profession, il y a une passion. Donc, c'est à nous, on l'alimente. Puis, ça fait 33 ans que j'alimente cette passion-là. Et j'ai toujours un plaisir à rentrer le matin à la caserne avec mes coéquipiers. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé au cours de ces 30 quelques années-là? J'imagine beaucoup de choses. Ah oui. Autant les vêtements, les équipements de protection, les équipements de combat, nos façons de faire aussi en combat incendie, donc qui ont évolué avec le temps. Donc, on est très polyvalent dans ce qu'on fait. OK. Quelle est, selon vous, la vision des différentes communautés ethniques par rapport à votre service et aux gens qui le composent? Ça, c'est un aspect qui est vraiment important parce qu'on s'en rend compte dans leurs pays respectifs. Bien, dépendamment de l'origine des personnes c'est ça. aussi.
Puis du lieu, bien, l'uniforme n'est pas toujours bien vu. OK. Tandis que nous, ce qu'on veut à travers ça, c'est pouvoir dire aux gens de ces communautés-là, bien, on n'est pas comme dans leur pays. T'sais, ici, on est là, on est engagé justement par les municipalités, par les grandes villes, pour justement offrir un service de qualité, puis qu'on est là pour les aider. OK. Donc, qui n'ait pas peur de venir nous saluer, de nous voir, de nous rencontrer dans la rue, d'échanger avec nous, parce qu'on est là également pour ça. On peut les aider justement en partageant nos expériences, les consignes de prévention. Bien, ça nous permet de les rejoindre puis d'échanger avec eux. D'ailleurs, en août dernier, j'ai été invité là, justement là, pour la nouvelle cohorte des étudiants internationaux de pouvoir faire une campagne de prévention incendie. Parce que ils ont des méthodes différentes de faire leur cuisson, au niveau de certains aliments. Donc, ce qu'on veut, c'est les rejoindre au travers de ça aussi, puis assurer qu'il y ait une prudence qui soit faite là, à domicile avec la cuisinière, mais aussi autant avec les feux extérieurs. Savoir également de notre prévention, c'est qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est là qu'on veut vraiment discuter des règles, des choses comme ça avec eux. Oui, mais aussi de leur démontrer que derrière l'uniforme, il y a des bonnes personnes. Ouais. Puis on est là pour les aider. Là. Puis je vous dirais, c'est autant là, les policiers, autant les ambulanciers. Ici, en ce qui nous concerne, à Thetford, puis dans la majorité de toutes les municipalités au Québec, okay. Bien, on est là justement pour échanger ensemble, puis évoluer ensemble. Mais est-ce qu'il y a des réactions parfois qui vous surprennent provenant de la communauté? Oui, on voit que de temps en temps, quand ils voient l'uniforme, il y a une réserve. Okay. Parce que ça m'est arrivé justement au cégep, puis j'ai l'impression que la personne se demandait, voyons, pourquoi ils sont là. Okay. Et qui vous êtes, au fond? Et c'est ça. En quelque sorte. Expliquer que c'est pas un uniforme militaire du tout et c'est pas... ça. C'est ça. Puis donc de pouvoir justement nous rapprocher de ces communautés-là, de pouvoir échanger ensemble, autant que lorsque le festival pour moi, de la relève, là, l'été, bien, on a un kiosque également de prévention, les pompiers sont là avec le camion, les gens viennent nous voir, mais c'est toutes ces communautés-là qui sont bienvenues également. Non? Et ils ne sont pas portés nécessairement à aller vers vous, j'imagine, d'instinct ou... Oui, c'est ça. Okay. Puis, parce que justement, peut-être qu'ils ne connaissent pas notre réalité, qu'on est vraiment derrière l'uniforme, là, contrairement peut-être dans leur pays. OK. Finalement, on pourrait dire en quelque sorte que ce qu'il faut de votre côté, l'objectif, c'est vraiment d'installer une communication avec eux et de bâtir un lien de confiance, finalement. Et voilà. Puis qu'ils comprennent, comme j'ai mentionné à quelques reprises, qu'on est là pour les aider, de pouvoir les appuyer, d'échanger avec eux. Okay. Pas seulement lors d'une intervention, mais ça. De vous connaître, ça aide aussi lors de l'intervention. Effectivement. OK. Il existe, comme on le disait, un tabou face à l'uniforme chez certains membres des communautés ethniques. Par quel moyen comptez-vous modifier le regard qu'ils portent sur les membres de votre organisation? Bien, justement, quand on fait des activités de prévention, qu'on est visible sur le terrain, bien, qu'ils n'hésitent pas à venir nous voir, à venir nous poser des questions, de pouvoir échanger ensemble. Peut-être qu'ils ont des questionnements, comment on fonctionne, comment que on doit, mettons, mettre en place là, des façons de cuisiner qui sont sécuritaires par rapport à notre réseau d'électricité. Il est différent de leur pays également. C'est tout ça. C'est tout ça, les choses, mais de pouvoir, justement, interagir avec eux. Okay. C'est ça qu'on souhaite principalement. Comme on disait, vraiment bâtir un lien. C'est ça. Qui serait là, qui est... Tu sais, puis pas juste bâti sur un aspect de confiance, mais aussi de pouvoir échanger, tu sais, de la vie courante de tous les jours. Puis, tu sais, oui, on est pompiers, mais tu sais, on a une vie, nous aussi, comme citoyens, tu sais, en dehors de nos heures de travail. Puis, oui, vous êtes des personnes normales, les pompiers, voilà. Carrément. Vous avez un travail important à accomplir, par contre. Effectivement.
Est-ce que le projet, on en a jasé, mais quelles autres langues vous prévoyez que le projet de traduction va adapter? Bien, dans le fond, c'est toutes les langues qui sont sur notre territoire, dans le fond, qu'on a à s'adapter, nous aussi. Là. Oui, il y a la francisation qui est importante. Donc, je crois qu'il y a un bout de chemin de leur part à faire, d'être capable de parler français, qu'on puisse échanger ensemble. Mais à l'inverse, pour les nouveaux arrivants, puis qu'ils s'intègrent à la communauté, bien, d'être capable d'avoir de l'information par écrit dans leur langage, dans leur langue plutôt, pour justement qu'ils comprennent. Ça reste quelque chose de très important. Et voilà, parce que ça demande de la prévention autant à domicile, comme j'ai mentionné, au travail, dans les forêts. On a une belle villégiature ici qui nous entoure, donc de pouvoir en prendre soin, autant d'éviter de jeter des mégots de cigarettes. Si on a des gens qui fument, bien, c'est parce que ça peut virer rapidement en drame. Hein. OK, ouais, c'est vraiment de leur faire prendre conscience de tous les aspects que vous touchez de ce côté-là. Effectivement. Il y a un autre projet, je crois, qui est dans l'air présentement, qui ne concerne pas nécessairement les immigrants, mais qui est un projet d'une application qui permettra d'informer les citoyens. Oui, en fait, la Ville s'est dotée de l'application de CITAM, dans le fond. C'est un logiciel d'appel de masse. En fait, c'est qu'advenant un sinistre majeur, par le biais de cette application-là, la Ville de Thetford va être en mesure de rejoindre les citoyens et citoyennes de Thetford. Et lorsqu'il y aurait de l'information à transmettre aux citoyens, ça pourrait être... dans le cas, mettons, qu'on aurait un incendie dans leur secteur, qu'on demande aux gens de rester à l'intérieur des maisons, de fermer les fenêtres, de fermer la ventilation. Ça pourrait être aussi autant pour la collecte des ordures. Ça pourrait être dans le cadre des vents violents. Donc, c'est un logiciel d'appel de masse qui nous permet de rejoindre le plus de gens possible. Donc, évidemment, on invite les gens OK, ça va être vraiment une application à télécharger, au fond, sur notre appareil cellulaire, au fond. OK. Finalement, c'est lancé avec qui, cette application-là? Bien, dans le fond, c'est COCA. COCA, c'est Centre d'appel d'urgence Chaudière-Appalaches. C'est eux qui ont développé cette application. Il en existe d'autres... évidemment, là, au Québec, qui sont déployés. La Ville de Thetford a choisi cette application-là, que nous, on a fortement recommandé de par sa facilité, son application. Donc, ça va être de pouvoir rejoindre les gens le plus rapidement possible par le biais d'un clic sur leur téléphone, de pouvoir recevoir des notifications sur la nature de l'appel, comme j'ai mentionné tantôt, la collecte d'ordures, d'un sinistre majeur, une panne de courant dans un secteur. Ça pourrait être, suite à une panne de courant avec des froids, ça pourrait arriver qu'on doive ériger un centre d'hébergement temporaire. Donc, ça serait de pouvoir permettre aux gens de venir à la chaleur, puis le temps que la situation reprenne son cours. Donc, ça va servir à ça, cette application. OK, mais ça pourrait être des avis d'évacuation et diverses possibilités que cette application-là pourrait permettre. Là. Oui, on pourrait prendre un exemple d'un camion-citerne avec des hydrocarbures qui se déversent sur la 112 à proximité d'un périmètre urbain. Donc, qui pourrait nous permettre justement d'aviser les gens d'évacuer ce secteur-là suite aux événements qui se sont produits. OK. Avez-vous d'autres projets en vue d'effectuer des rapprochements avec les diverses communautés qui composent la population de la Ville de Thetford? Bien, écoutez, comme on a mentionné cette semaine, le 30 janvier, il va y avoir une activité au vitrail. Donc, on invite évidemment la population là, qui est concernée de venir nous visiter, qu'on puisse échanger ensemble. Par la suite, à l'automne, on fait toujours une porte ouverte au niveau de la caserne, donc... Faites-vous ça dans Vous avez 3 casernes, je crois? On fait ça principalement ici à Thetford, là, parce que c'est centralisé. Sur le boulevard Cahouette, là? Oui, c'est ça. Okay. On fait ça actuellement là, au lieu de notre caserne. On érige différents plateaux pour que les gens comprennent notre réalité, notre quotidien. Évidemment, on a un kiosque de prévention, on peut échanger, on fait des
des petites activités pour les enfants. Donc, ça nous permet d'avoir une proximité avec notre population. Et évidemment qu'on invite des gens des communautés différentes qui sont sur notre territoire, que ce soit les études, le travail. Donc, ça sera toujours un plaisir. Vous devez avoir des anecdotes concernant les interactions avec les immigrants, des difficultés qu'il y a eu ou lors d'interventions? Pas autant qu'on pourrait le penser. Cependant, moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est que, imaginez qu'un incendie se déclare en pleine nuit. À 3 heures du matin, tu cognes à la porte des gens qui ne parlent pas notre langue. Là, il faut que faut leur faire comprendre qu'ils doivent évacuer. Donc, tu sais, on a des pompiers qui ont une certaine base en anglais, tu sais, mais des fois... Mais même les immigrants ne parlent pas tous anglais non plus. Et voilà. Donc, c'est là qu'à ce moment-là, on somme les gens de quitter rapidement parce qu'il y a un danger, ou est-ce que c'est plutôt une prévention pour éviter que ça se propage. Mais c'est là, tu sais, le nœud du problème. Ou le nœud du problème auquel on vit, mais il y a aussi l'aspect en prévention. Déjà là, lorsqu'il y a une barrière qu'on ne peut pas échanger, c'est difficile. On veut de faire passer votre message ce moment-là. Là. Donc, en ayant des accroche-portes, et là, c'est en développement, possiblement avec des codes QR, où ce que les gens vont pouvoir scanner avec leur téléphone, qui va leur ouvrir le formulaire dans leur langue. OK. Donc, à ce moment-là, ça serait une belle opportunité pour eux de lire qui on est, pourquoi qu'on est là, c'est quoi les consignes de prévention. Et je dois vous mentionner qu'on a deux côtés à ce fameux accroche-porte-là. Il y en a un côté qu'on parle de la prévention incendie, des feux d'artifice, etc. Mais de l'autre côté, on parle de la sécurité civile. Donc, on en parle de plus en plus avec les sinistres différents qui arrivent sur notre territoire et ailleurs dans le monde. Mais ce qu'on mentionne, il y a la trousse des 72 premières heures. Donc, on devrait tous avoir certains équipements à la maison. On parle de l'eau, on parle des denrées non périssables, des batteries, une radio, des lampes de poche. Chandelle, pas tant, parce que... Oui, c'est parce que, dans le fond, il y a des risques d'incendie reliés à ça. Moi qui ai vécu la crise du verglas en 98, à l'époque, lorsque j'étais dans un autre service incendie, on en a vu de toutes les sortes. Donc, la chandelle demeure un risque d'incendie. Oui, donc, on va préconiser des lampes de poche. Donc, cette trousse de 72 premières heures-là permet aux gens de demeurer à domicile le temps que la municipalité s'organise pour avoir des lieux d'hébergement temporaire, de pouvoir accueillir les gens. Donc, c'est ça le but de cette fameuse trousse-là, des 72 premières heures de la sécurité civile. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Frappier. J'espère que ce projet-là va avoir des résultats qui vont se concrétiser. Bien, merci de m'avoir permis de venir échanger avec vous sur ce sujet dans vos studios. Et évidemment, bien, on invite les communautés ethniques des différents milieux à venir nous voir, échanger avec nous. Ça va nous faire plaisir. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Super, merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.